Vous êtes en vie aujourd'hui. Pas parce que vous êtes fort, pas parce que vous avez fait les bons choix. Vous êtes en vie parce qu'un homme, un soir d'octobre 1962, dans un sous-marin soviétique surchauffé à 45 degrés, a dit non. Un seul homme, un seul mot. Voilà le paradoxe de votre survie. Elle ne tient pas à l'histoire des nations, ni aux traités, ni aux missiles. Elle tient à la biologie d'un individu sous pression maximale, son niveau d'oxygène, son état de fatigue, sa capacité à résister à la panique collective. Cette horloge existe depuis 1947. Elle ne mesure pas le temps. Elle mesure nous. Notre capacité collective à ne pas appuyer sur le bouton. En 2024, elle affichait 90 secondes avant minuit, le plus proche de la fin que l'humanité n'ait jamais atteint. En 2025, 89 secondes. Elle avance. Alors ce soir, on va remonter le temps. On va entrer dans la chaleur, le bruit, l'obscurité, et comprendre pourquoi vous regardez cette vidéo, plutôt que de ne jamais être né. Octobre 1962. Le monde joue à la roulette russe depuis 13 jours. Les États-Unis ont découvert des missiles soviétiques installés à Cuba, à 150 km de la Floride. Kennedy impose un blocus naval. Khrouchtchev refuse de reculer. Les deux superpuissances se toisent, doigt sur la gâchette. Mais pendant que les dirigeants négocient en surface, quelque chose se passe sous l'eau. Quelque chose que personne, côté américain, ne sait encore. 4 sous-marins soviétiques de classe Foxtrot ont reçu l'ordre de rejoindre Cuba. Chacun est armé d'une torpille nucléaire, avec une ogive équivalente à la bombe d'Hiroshima. L'autorisation de tir, elle ne nécessite pas Moscou. Elle peut être donnée par le commandant seul, si les communications sont coupées et s'il juge l'URSS sous attaque. Focus sur le B-59, commandé par le capitaine Valentin Savitsky. Imaginez, vous êtes à 300 mètres de profondeur depuis des semaines. La température dans le compartiment moteur dépasse 45 degrés Celsius. Les hommes s'évanouissent à leur poste. L'air est si pauvre en oxygène que les flammes des bougies ne brûlent plus correctement. Et vous brûlez quand même. Les communications avec Moscou sont coupées depuis plusieurs jours. Vous ne savez pas si la guerre a commencé. Vous ne savez pas si votre pays existe encore. Et puis, boum, boum, boum. Des grenades sous-marines américaines cognent contre la coque. Les Américains, qui, eux, ignorent que ce sous-marin est nucléaire, utilisent des petites charges pour forcer le B-59 à remonter en surface. Un geste tactique, une procédure standard. Mais à l'intérieur de ce cylindre d'acier, sous 45 degrés, à bout d'oxygène, le capitaine Savitsky entend autre chose. Il entend la guerre. Il donne l'ordre de préparer la torpille nucléaire. Si nous allons couler, nous les ferons exploser avec nous. Ce sont ces mots, rapportés plus tard par les survivants. Les 13 minutes qui suivent, c'est le temps qu'il faut pour préparer le tir, sont les 13 minutes les plus dangereuses de l'histoire humaine. Plus que Hiroshima, plus que le débarquement. Parce que ce tir aurait déclenché une réponse américaine, qui aurait déclenché une réponse soviétique, qui aurait, selon toutes les simulations de l'époque, effacé plusieurs centaines de millions de personnes en moins de 72 heures. Tout ça, dans le noir, dans la chaleur, sans que Kennedy ni Khrouchtchev le sachent. Sur le B-59, il y a un officier que personne n'avait prévu de mettre là, Vassili Arkhipov, commodore de la flottille. Il se trouve à bord non pas parce qu'il commande le B-59, mais par hasard de hiérarchie. Son rôle administratif l'a placé sur ce sous-marin précis, ce jour précis. Le protocole soviétique exige l'accord de 3 officiers pour armer la torpille nucléaire. Savitsky dit oui. Le commissaire politique dit oui. Arkhipov dit non. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme à 45 degrés, épuisé, qui entend les explosions et dit quand même non? Les témoins diront qu'il était calme, qu'il n'a pas crié, qu'il a simplement dit « Nous n'avons pas la confirmation que la guerre a commencé. Nous ne pouvons pas agir sur une hypothèse. » Il a convaincu Savitsky de remonter en surface. Le monde a continué. 21 ans plus tard, l'horloge faillit sonner une deuxième fois. Différemment, presque plus absurdement. 26 septembre 1983. Stanislav Petrov, lieutenant-colonel soviétique, est officier de quart au centre d'alerte nucléaire de Serpukhov, 15. Il est 0h15. Les écrans s'allument. Alerte maximale. Le système détecte 5 missiles balistiques américains en route vers l'URSS. Le protocole est clair. Petrov doit immédiatement transmettre l'alerte à ses supérieurs, qui transmettront au Politburo, qui répondra.
Mais Petrov hésite. Quelque chose ne lui semble pas logique. 5 missiles, si les Américains attaquaient réellement, ils en lanceraient des centaines simultanément. 5 missiles, ça ressemble à une erreur du système. Il a 9 minutes pour décider. Il déclare une fausse alarme. Il avait raison. Le satellite soviétique avait confondu le reflet du soleil sur des nuages avec des jets de propulsion de missiles. Un bug optique, 9 minutes. Un homme, le monde. Ce qui unit Arkhipov et Petrov, c'est une chose que les manuels appellent rarement par son nom. L'instinct de désobéissance raisonnée. La capacité à regarder une situation de crise, à voir que le système dit oui, et à trouver en soi la force de demander « Mais est-ce que le système a raison ?» Ces deux hommes n'étaient pas des héros au sens hollywoodien. Ils n'ont pas sauvé des otages, n'ont pas neutralisé une bombe en coupant le bon fil. Ils ont simplement refusé de laisser l'adrénaline, la fatigue et la pression institutionnelle décider à leur place. C'est ça, le facteur humain. Et c'est précisément ce facteur que la prochaine partie de cette vidéo va vous montrer disparaître. Nous sommes en 2025. L'horloge de l'apocalypse affiche 89 secondes. Pourquoi plus près du gouffre qu'en 1962 ? Parce que le facteur humain, cette chose précieuse et imparfaite qui a sauvé le monde 2 fois, est en train d'être systématiquement retiré de l'équation. Voici ce que vous ne voyez pas, mais qui existe. Les systèmes d'alerte précoce fonctionnent maintenant en temps réel avec des boucles de décision qui se comptent en secondes, pas en minutes. En 1983, Petrov avait 9 minutes. Aujourd'hui, les systèmes hypersoniques réduisent ce délai à 3 ou 4 minutes. Certains scénarios, moins de 2 minutes. 2 minutes. C'est le temps qu'il vous faut pour finir votre café. Dans ce délai, l'intelligence humaine ne peut pas traiter l'information. Alors on délègue. On crée des systèmes automatisés d'évaluation de la menace. Des algorithmes entraînés sur des données historiques pour distinguer une vraie attaque d'une fausse alarme. Mais voilà le problème. Ces algorithmes n'ont jamais vécu une vraie guerre nucléaire. Ils s'entraînent sur des simulations et des données historiques qui incluent les fausses alarmes, dont celle de 1983. Dont d'autres, moins connues, dont les archives ne sont pas toutes déclassifiées. Comment un algorithme apprend-il à faire ce que Petrov a fait? Comment lui enseigne-t-on l'instinct? Comment lui programme-t-on le doute? La réponse honnête? On ne sait pas encore. Et plusieurs nations déploient ces systèmes sans avoir résolu cette question. Ajoutez à cela une géopolitique qui ressemble de moins en moins à la bipolarité relativement lisible de la guerre froide. En 1962, il y avait 2 joueurs. Aujourd'hui, 9 États possèdent l'arme nucléaire. Les doctrines sont asymétriques. La Corée du Nord n'est pas l'URSS. Le Pakistan n'est pas les États-Unis. Et dans ce contexte multipolaire, les algorithmes d'alerte précoce de chaque puissance sont entraînés sur des modèles différents, avec des définitions différentes de ce qui constitue une menace imminente. Ils ne se parlent pas. Ils ne se comprennent pas. C'est comme mettre 9 joueurs autour d'une table, chacun avec un pistolet, chacun avec des règles différentes sur quand tirer en premier. Et remplacer le maître du jeu humain par 9 robots qui ne partagent pas le même code. Est-ce plus dangereux qu'en 1962? Techniquement, oui. La fenêtre de décision est plus courte, les acteurs sont plus nombreux, les systèmes sont plus automatisés, mais il reste une différence. En 1962, tout reposait sur des individus qui pouvaient les craquer sous la pression. Aujourd'hui, les systèmes ne craquent pas, mais ils ne doutent pas non plus. Et c'est peut-être ça, le vrai danger. Non pas la machine qui cède, mais la machine qui est trop sûre d'elle. Vassili Arkhipov est mort en 1998. Il n'a jamais été célébré de son vivant. L'URSS n'avait pas intérêt à admettre qu'un de ses sous-marins avait failli déclencher une guerre nucléaire par erreur. Stanislav Petrov a été félicité, puis mis à la retraite anticipée. Trop d'embarras institutionnel autour de lui. Ces hommes ne figurent dans aucun manuel scolaire. Leurs noms ne sont pas gravés dans du marbre. Pourtant, statistiquement, vous leur devez votre existence. L'histoire officielle nous enseigne que la paix est le résultat des traités, des diplomates, des grandes décisions politiques. Et c'est vrai, en partie. Mais la vraie histoire, celle que cette chaîne s'attache à raconter, c'est l'histoire des moments invisibles. Des instants où l'horloge s'est arrêtée, non pas parce que les institutions ont fonctionné, mais parce qu'un individu, dans l'obscurité, a trouvé en lui quelque chose que le système ne pouvait pas lui donner. Le doute, la retenue, la décision de ne pas décider. Alors voilà ma question pour vous, avant que vous partiez, dans votre vie, pas dans un sous-marin, pas devant un écran d'alerte nucléaire, mais dans votre vie, combien de fois avez-vous laissé le système décider à votre place? Combien de fois l'urgence, la pression, la peur du vide vous ont poussé à appuyer sur un bouton que vous auriez pu ne pas appuyer?
L'horloge de l'apocalypse est réelle, mais elle est aussi une métaphore. Chaque décision prise dans la panique rapproche l'aiguille. Chaque moment de lucidité l'éloigne. Le script du temps n'est pas figé. Il s'écrit maintenant dans les salles de crise et dans les algorithmes que personne ne voit. Mais il s'écrit aussi dans les petites décisions quotidiennes de milliards d'individus qui, collectivement, composent ce que nous appelons l'humanité. Vous en tenez la plume. La prochaine fois que nous nous retrouvons ici, on parlera d'un autre moment où l'horloge a failli sonner et que presque personne ne connaît. Un incident de 1995. Un homme, une mallette et 15 secondes. Abonnez-vous, parce que ces histoires méritent d'être connues et parce que, peut-être, les connaître fait de vous un meilleur décideur.